1526. François Ier et Charles Quint signent le traité de Madrid. Le roi de France perd la Bourgogne et le Milanais. Il abandonne sa suzeraineté sur l'Artois et la Flandre. 1553. Marie Tudor, la fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, monte sur le trône d'Angleterre. Son règne est marqué par une violente répression catholique qui la fera surnommer Bloody Mary, Marie la sanglante. 1556. Charles Quint abdique et se retire au monastère de Juste, où il mourra 2 ans plus tard. Il abandonne la couronne impériale à son frère Ferdinand Ier d'Autriche, de Bohême et de Hongrie. Son fils Philippe II devient l'un des plus puissants monarques d'Europe. 1559. Le roi de France Henri II signe le traité du Cateau-Cambrésis avec Philippe II d'Espagne. C'est la fin des guerres d'Italie. La France conserve ses conquêtes, mais elle doit céder la Savoie, la Bresse, le Charolais et les places fortes du Piémont. 1563. Le concile de Trente, qui s'est ouvert en 1545, se termine. Il aura permis de réaffirmer le dogme de la foi catholique et de regagner à sa cause certains pays qui avaient accepté le protestantisme. 1565. Le tsar Ivan le Terrible déclenche une répression massive. L'aristocratie des boyards et des paysans sont décimés par milliers. Il s'ensuit une grave crise sociale et politique qui ne prendra fin qu'à l'avènement du premier Romanov. 1566. Une délégation de nobles catholiques et protestants porte une pétition à Marguerite de Parme, gouverneur des Pays-Bas, et réclament le respect des libertés religieuses. Ils sont traités de gueux. C'est le début des luttes d'indépendance sur terre et sur mer. 1568. Quelques mois après la paix de Longjumeau, qui signait la fin de la Seconde Guerre de religion en France, les catholiques et les protestants se livrent à de nouveaux massacres. La Troisième Guerre de religion prendra fin en 1570. 1543. Juste avant de mourir, l'astronome Copernic publie son traité sur le système solaire, intitulé « Des révolutions des orbes célestes ». Il remet en cause des théories antiques de Ptolémée et démontre que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. 1552. La culture du houblon s'intensifie. C'est le début de la commercialisation de cette composante essentielle dans la fabrication de la bière, dont le commerce prendra de l'importance au siècle suivant. 1555. Après des années de tentatives infructueuses où il n'a pas hésité à brûler ses meubles et son plancher pour entretenir son four, Bernard Palissy découvre le secret de la fabrication des émaux. Sa méthode sera appliquée à la vaisselle et aux objets décoratifs. 1559. Le tabac est introduit en Europe. C'est un produit précieux qui se consomme en très petite quantité. Le diplomate Jean Nicot en offrira à la reine Catherine de Médicis pour la soulager de ses migraines. Le commerce se développera au siècle suivant. 1563. Le médecin des rois de France, Ambroise Paré, publie 5 livres de chirurgie. Ses recherches destinées à soigner les blessures de guerre en font le père de la chirurgie moderne. 1565. L'expansion du commerce en Flandre entraîne le creusement de différents canaux qui facilitent les communications. Après la construction du canal de Bruges à Dam, terminé en 1564, on célèbre l'achèvement de celui qui relie Bruxelles à Anvers. 1566. Aranzio, célèbre anatomiste de Bologne, dont l'université est réputée pour l'enseignement de l'anatomie par la pratique de la dissection, procède à la description des ventricules du cerveau et complète la connaissance du corps humain. 1569. Mercator, le mathématicien et géographe flamand, dessine une carte du monde en utilisant un système de projection cylindrique de son invention. Cette représentation plane de la Terre devient immédiatement un outil indispensable aux marins. 1534. 2 ans après la condamnation par la Sorbonne de son livre sur Pantagruel, Rabelais publie l'histoire de la vie du géant Gargantua qui vient au monde en criant « À boire, à boire ». Sous un style truculent, l'écrivain révèle ses idées humanistes sur l'éducation. 1552. Le poète Pierre de Ronsard publie Les Amours de Cassandre. Ce recueil de 183 sonnets est encore largement placé sous l'influence de la poésie de Pétrarque. La passion du sentiment amoureux éclatera dans les 2 recueils suivants consacrés à Marie et à Hélène. 1556. L'architecte Pierre Lescot achève la construction de la cour carrée du Louvre après avoir conçu le Nouveau Louvre pour François Ier. En adaptant le répertoire ornemental italien à la tradition française,
Il crée un style architectural caractéristique de la Renaissance. 1561. Cornelis Floris, franc-maître de la guilde d'Anvers, commence la construction de l'hôtel de ville. La façade où se mêlent références italiennes et motifs flamands traditionnels contribue à la diffusion d'un nouveau vocabulaire décoratif aux Pays-Bas. 1563. Philippe II confie la construction du monastère de l'Escorial de Madrid à l'architecte Juan Bautista de Toledo. En référence à l'instrument des martyrs de Saint-Laurent, auquel l'édifice est dédié, le plan du bâtiment adopte la forme d'un gril. 1565. Le compositeur et organiste Andrea Gabrielli publie son premier livre de motets. En adoptant un style polychoral à 5 voix associé à l'usage d'instruments, ce représentant de l'école vénitienne renouvelle cette forme de chant sacré. 1567. Les personnages et les thèmes de la comédie dell'arte apparaissent en Italie. Fondés sur l'improvisation, les pantomimes, proches de la danse et de l'acrobatie, présentent des personnages caractéristiques reconnaissables à leurs masques, à leurs costumes et à leurs attitudes. 1568. À Rome, le grand architecte italien Vignole commence la construction de l'église du Gesù, destinée à la communauté de la Compagnie de Jésus. Son plan à large nef unique et chapelle latérale deviendra un modèle souvent repris dans l'architecture religieuse propagée par les jésuites. 1536. Michel-Ange commence la fresque du Jugement dernier à la chapelle Sixtine. Le pessimisme tragique du génie vieillissant qui se dégage de l'œuvre contraste avec l'optimisme fougueux des peintures de la voûte réalisées près de 25 ans plus tôt. 1551-1553. Hersen, peintre d'origine hollandaise et maître à la guilde d'Anvers depuis 1535, donne une expression nouvelle à la peinture de genre et à la nature morte en peignant des amoncellements de victuailles d'un réalisme presque trivial. 1557. L'artiste italien Niccolò dell'Abate, appelé à la cour de France par Henri II en 1552, peint l'enlèvement de Proserpine et donne, aux côtés du Primatis, une impulsion décisive à l'évolution de l'école de Fontainebleau. 1559. Formé dans l'atelier de son père Jean, le peintre François Clouet lance la vogue du portrait grandeur nature. Il renouvelle ainsi un genre qui connaît alors un succès grandissant auprès des souverains et de leur entourage. 1562-1563. Véronèse peint les noces de Cana. Remarquable par ses dimensions monumentales, ce tableau constitue l'un des plus beaux exemples de scène de banquet. Véronèse s'y portraiture dans le groupe des musiciens, aux côtés de ses amis peintres de l'école vénitienne. 1565. Le Tintoret travaille à la décoration de la Scuola Grande di San Marco à Venise. Il réalise 3 toiles pour célébrer les miracles de Saint Marc, protecteur de la ville. Dans l'invention du corps de Saint Marc, la perspective plongeante de l'architecture annonce le baroque. 1566. Titien fait le portrait de son ami archéologue, expert et grand collectionneur, Jacopo Strada. Peint dans une manière vibrante, aux tonalités chaudes, le portrait frappe par la caractérisation psychologique du personnage entouré des attributs de sa profession. 1569. Le Gréco peint le polyptyque de Modène. Composé de 6 panneaux de même format, cette œuvre s'inscrit parmi les travaux de jeunesse du peintre espagnol. Le traitement des lumières et de la couleur témoigne de l'influence de la peinture de Titien. 1525-1530. Bien que la date, le lieu de naissance et l'origine sociale de Peter Bruegel soient incertains, on sait qu'il naît dans la province prospère du Brabant. Il fait ensuite son apprentissage de peintre à Anvers et à Malines, auprès des plus grands maîtres de son temps. 1551-1554. Après sa réception en tant que franc maître à la guilde d'Anvers, Bruegel voyage en Italie. La traversée des Alpes le fascine. Il en rapporte de nombreux dessins de paysages qui constituent une part importante de son œuvre. 1555. De retour à Anvers, Bruegel entame sa collaboration avec le graveur et éditeur Hieronymus Koch. Dans les années qui suivent, sa production de dessins pour gravure se partage entre les paysages et des compositions moralisatrices qui révèlent l'influence de Bosch. 1559-1560. Bruegel se met à peindre en avantage et réalise plusieurs grandes compositions où se manifeste pour la première fois sa curiosité pour les proverbes qui émaillent la culture flamande ainsi que son goût pour le folklore populaire. 1562-1563.
L'univers fantastique de Bosch envahit la peinture de Bruegel. Après son mariage avec la jeune Megan Koch, il s'installe à Bruxelles en 1563 et se rapproche ainsi de son protecteur et principal collectionneur, le cardinal de Granvelle. 1565. Niklas Schondeling, le fidèle collectionneur anversois de Bruegel, lui commande une série de tableaux sur le thème des mois, où l'activité des hommes se conjugue au rythme de la nature. 5 œuvres seulement nous sont parvenues. 1566-1568. L'opposition à l'autorité espagnole gronde un peu partout dans le pays. Bruxelles est le théâtre de négociations qui échouent et déclenche la révolte. L'art de Bruegel porte la marque de ses interrogations sur la folie aveugle et destructrice de ses contemporains. 1569. En pleine maturité artistique, Bruegel est brutalement interrompu par la mort. Il laisse une veuve jeune et des enfants au bas âge. Ses 2 fils, Jan et Peter, reprendront le métier de leur père et seront à l'origine d'une véritable dynastie de peintres.